Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, la volatilité des marchés, évidemment, qui se calme un petit peu aujourd'hui. Quand on regarde les grands indices en Europe, à Wall Street, on est orienté à la hausse. Le CAC a clôturé quasiment en hausse de 1%. On reprend entre 1,5 et 2% sur les grands indices américains après le petit sell-off d'hier. On avait eu des baisses de 2,5% sur la journée d'hier pour les indices américains qui sont en train donc de corriger la baisse d'hier. Néanmoins, on reste quand même sur des marchés très volatiles, très nerveux, avec en plus ce phénomène de spéculation qui reste très très intense. Une bataille menée par les nouveaux traders, la nouvelle génération de traders rassemblés autour de l'application Robinhood, rassemblés au sein des grands forums boursiers américains. Un forum en particulier sur le réseau Reddit qui focalise beaucoup d'attention, et c'est la chasse aux shorts, la chasse aux vendeurs à découvert qui a été déclarée depuis quelques jours par ces dizaines, centaines de milliers, peut-être quelques millions d'investisseurs particuliers qui se rassemblent pour faire plier les vendeurs à découvert, à savoir quelques grands noms de hedge funds qui aujourd'hui effectivement souffrent de pertes qui se comptent par milliards de dollars. GameStop étant l'emblème de cette bataille, avec un retour de bâton quand même, il faut le dire aujourd'hui, puisqu'il faut noter que Robinhood, d'autres applications ont restreint quand même les activités de trading en interdisant carrément les ordres d'achat sur ces valeurs emblématiques. On peut parler de GameStop bien sûr, mais on trouve également Nokia, Bed Bath & Beyond ou encore BlackBerry. Ces titres sont interdits à l'achat donc désormais chez Robinhood, ce qui provoque, je le disais, un retour de flamme un peu violent, puisqu'on voit le titre GameStop qui est en baisse actuellement d'environ 30%, moins 20% actuellement pour le titre GameStop. AMC aussi, la grande chaîne de cinéma qui a fait là aussi l'objet de cette spéculation intense, voit son titre reculer de 50% aujourd'hui. Les nouveaux Robin des Bois, on en parlera bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Du côté de la macro, on retiendra quand même la première estimation du PIB américain pour le 4e trimestre qui fléchit bien sûr par rapport au rebond spectaculaire enregistré sur le trimestre précédent. On est en rythme annualisé sur une progression de 4% par rapport à 33% et plus même enregistré au 3e trimestre pour l'économie américaine. Si on ramène ça en rythme trimestriel, on a une croissance de 1% pour l'économie américaine en fin d'année, après 7,5% au 3e trimestre. L'économie américaine qui aura terminé l'année 2020 2,5% en dessous de son niveau de richesse de 2019. Voilà donc ce qu'il faut retenir sur le plan macro. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, on parlera des matières premières. Quart d'heure thématique, vous le savez, avec Benjamin Louvet d'Ofiem qui sera avec nous en direct à partir de 19h15. Et d'abord, le résumé complet de cette séance de bourse après la clôture des indices en Europe, clôture positive. Les infos clés du jour, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir finalement pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,93% à 5510 points. Un rebond porté notamment par le recul plus marqué que prévu des inscriptions au chômage la semaine dernière aux États-Unis. Celle-ci s'élève à 847 000, c'est 67 000 de moins que la semaine précédente. Les États-Unis qui ont bénéficié d'une croissance de 4% en rythme annualisé au dernier trimestre de 2020. Un niveau conforme aux attentes. Sur l'année cependant, les États-Unis affichent un recul de leur PIB de 3,5%, ce qui en fait la plus mauvaise année pour le pays en termes d'activité économique depuis 1946. Les investisseurs qui ont également pris connaissance de la réunion de politique monétaire de la Fed hier soir, celle-ci a annoncé maintenir une politique monétaire accommodante. La Fed qui annonce avoir observé un ralentissement de la reprise sur les derniers mois, mais qui reste optimiste pour l'avenir, estimant que l'évolution de l'économie dépendra de façon significative des progrès en termes de vaccination. Sur ce sujet justement, les négociations continuent entre l'Union européenne et AstraZeneca à propos de la livraison des doses de vaccins sur le premier semestre de l'année. Bruxelles qui tente de faire pression sur le groupe pharmaceutique pour que celui-ci utilise ses centres de production britanniques pour assurer les livraisons auxquelles il s'était engagé. Des négociations qui ne sont pas pour rassurer les investisseurs alors que la progression des nouveaux variants du virus inquiète les autorités sanitaires et pousse les gouvernements à réfléchir à de nouvelles mesures de restriction. En France, les investisseurs attendent de
savoir quelle serait la décision du gouvernement qui semble vouloir éviter à tout prix un troisième confinement, mais constater dans le même temps que la mesure du couvre-feu à 18h n'a pas l'effet escompté sur le ralentissement de la propagation du virus. Et on notera également que plusieurs traders pointent du doigt la pression exercée par un groupe d'investisseurs individuels sur les actions les plus shortées à Wall Street dans le sillage de la ruée vers GameStop, partie d'un forum de la plateforme Reddit. Une ruée pour faire progresser le titre et qui a obligé le hedge fund Melvin Capital, qui était positionné à découvert sur le titre, à demander à ses actionnaires et concurrents de renflouer ses caisses à hauteur de 2,75 milliards de dollars. Un mouvement qui s'est d'ailleurs répandu sur les autres valeurs vendues à découvert par Melvin Capital comme Klépierre, Unibail-Rodamco Westfield, Europcar ou encore Nokia en Europe, mais aussi l'exploitant de salles de cinéma AMC aux États-Unis. Des ruées ciblées sur des actions généralement effectuées depuis la plateforme Robinhood, conduisant l'application à désactiver les prises de position sur AMC ou encore sur GameStop. Du côté des valeurs suivies à présent par les investisseurs parisiens, aujourd'hui, Apple fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 111,4 milliards de dollars au quatrième trimestre, porté par ses ventes d'iPhone, mais aussi par la demande en hausse d'ordinateurs et de tablettes en lien avec la pandémie. Facebook annonce de son côté un chiffre d'affaires à 28,07 milliards de dollars sur la période, soit 7 milliards de plus qu'il y a un an, pour afficher un bénéfice net de 11,22 milliards de dollars. Facebook qui se veut cependant prudent pour 2021, expliquant faire face à une grande incertitude pour l'année qui arrive. Tesla annonce de son côté des performances trimestrielles qui déçoivent les investisseurs, ne dépassant pas le consensus de marché pour la première fois depuis plus d'un an. Il n'en reste pas moins que pour la première fois de son histoire, le constructeur automobile est rentable en 2020. Le chiffre d'affaires de l'entreprise atteint 31,5 milliards de dollars, en hausse d'ailleurs de 28% sur l'année, pour un résultat net de 721 millions de dollars. Pour les valeurs parisiennes à présent, ST Microélectronique s'attend de son côté à une hausse de 31% de ses revenus sur un an pour le premier trimestre 2021. Le groupe publie un chiffre d'affaires de 3,24 milliards d'euros au quatrième trimestre 2020, en hausse de plus de 17% en annuel. Demain, les investisseurs pourront prendre connaissance des nombreuses statistiques au programme et notamment des produits intérieurs bruts de la France et de l'Allemagne au quatrième trimestre. Côté entreprise, les investisseurs suivront la publication des résultats d'Alten en France et de Caterpillar ou encore de Chevron aux États-Unis. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Axel Bott est avec nous ce soir, stratégiste chez Ostrom Asset Management. Bonsoir et bienvenue Axel. Bonsoir. Stanislas de Baillancourt nous accompagne, gérant associé chez Sycomore Asset Management. Bonsoir Stanislas. Bonsoir. Et Thibaut Prébet. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel. Main Street versus Wall Street. Bon, c'est le sujet du moment avec l'emblème GameStop. Est-ce que c'est le grand reset que vous inspire cette histoire Thibaut ? Ouais, c'est une histoire intéressante. Il y a plein de thématiques en ce moment, que ce soit des thématiques sur le libéralisme, qui est un peu mis en branle par beaucoup de mesures de Joe Biden, et donc un capitalisme très libéral qui est un peu repensé. Il y a aussi cette histoire des fonds qui aiment bien shorter, qui était un truc qui s'était créé il y a quelques années, où on se disait, bon, on fait des longs shorts, on achète les boîtes qu'on aime bien, on vend les boîtes qu'on n'aime pas, qui se sont un peu transformés par des fonds qui ont tendance à écrire une note, parfois un peu borderline, pour taper sur une boîte, vendre à découvert et prendre les gains, qui est devenue une pratique dont les gérants sont quand même pas très fans, parce que c'est un peu gros-termiste. Et là, il y a un groupe qui s'est dit, on va tout faire péter. Et donc, ils ont pris des valeurs shortées en achetant tout. Alors, c'est très sympa parce que quelque part, on se dit, il y a un côté effectivement Robin des Bois, c'est-à-dire c'est romanesque. Voilà, on va taper sur les méchants financiers. Et c'est raisonnable parce que pour certains, ils font un boulot qui est quand même un peu borderline. Puis la limite de la chose, c'est qu'on a quand même des gens qui achètent des trucs 50 fois leur valeur pour essayer de plomber quelqu'un d'autre. Oui, le sujet, c'est plus GameStop. Le sujet, c'est plus GameStop. Le sujet, c'est les vendeurs à découvert qui ont massacré le titre GameStop ces derniers mois. Oui, c'est ça. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on a un titre qui aurait peut-être dû valoir 5 ou 10 et qui valait 3. Et à côté de ça, il y a aujourd'hui des gens qui l'achètent 350. Donc, on sait que ça va mal se finir. On sait que dans quelques mois, il faudra 10. Quoi. Et là, ceux qui ont acheté 350, ils pourront dire « Ah non, mais dis donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On nous a menti. » Donc, en fait, c'est une histoire qui est compliquée parce que la morale n'est pas inintéressante. Mais à la fin, c'est quand même ceux qui sont rentrés qui vont y perdre. Et en fait, beaucoup de gens y auront perdu, sauf les premiers à avoir emmené tout le monde derrière eux. Donc, c'est une histoire intéressante, mais c'est une histoire où il y aura beaucoup de perdants, particulièrement d'un point de vue institutionnel, parce que c'est compliqué à gérer pour les plateformes de voir tout le monde qui veut acheter un truc 10 fois son prix. Mais
on a cette histoire depuis des années, que ce soit le Bitcoin, où on a l'impression que tout peut avoir n'importe quel prix, que ce soit des sociétés comme Amazon, comme Tesla, où tout le monde disait c'est une bulle, puis finalement maintenant que ça a énormément monté, plus personne dit que c'est une bulle, qui fait que la notion du prix est une notion qui s'est affaissée. Aujourd'hui on achète parce qu'on pense que ça va monter, sans forcément s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Donc c'est intéressant, il y a du pour et du moins, ça finira probablement mal pour beaucoup de gens, mais ça va aussi calmer les ardeurs des fonds short, qui sont en train de déboucler énormément de positions. Donc c'est un renouveau. Visiblement, ils sont tous en train de surveiller ce qui se passe sur les forums pour voir si les valeurs sur lesquelles ils sont positionnés à la vente apparaissent à un moment dans les discussions. Parce que, évidemment, là, Melvin Capital, ils se sont fait recapitaliser de 3 milliards en quelques jours parce qu'ils souffraient de pertes considérables. Il faut rappeler aux auditeurs, quand vous achetez une action 100 €, si elle va à 0 €, vous perdez votre mise. C'est pas très grave. Quand vous shortez un titre, vous êtes exposé à la hausse. Donc si vous shortez un titre à 100 et qui vaut 10 000, vous perdez 100 fois votre mise. Et donc si vous avez mis 1% de votre portefeuille, vous avez un léger problème. Alors normalement, on vous fait couper avant. Le problème, c'est que dans de très rares occasions, on peut passer de 100 à 10 000 en 10 secondes. Et là, vous n'avez pas le temps d'être coupé avant. Donc c'est ça qui se passe. Et donc maintenant, tous les fonds qui vendaient à découvert ont un peu peur en se disant, quelque part, cette phrase, mais qui va très bien à ce contexte-là, le marché peut être irrationnel plus longtemps que vous pouvez être solvable. Les fonds se disent, peut-être mieux être en pause pendant un mois, plutôt que perdre sa chemise pour un truc en plus qui vaudra plus bas dans un mois. Du coup, je pense qu'ils vont, Stanislas. Ils vont surtout arrêter de faire ça sur des petites entreprises où la liquidité ne leur permet pas de sortir. C'est-à-dire que ça, si vous le faites sur Apple, etc., si vous avez tort, vous pouvez vous déboucler. Or là, toute la question, et c'est pour ça que les particuliers arrivent très bien à retourner le marché, c'est que c'est des volumes qui sont historiquement, pas aujourd'hui, mais assez faibles. Et donc, ils peuvent avoir un impact très fort. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe maintenant en Europe, où depuis 8 jours, on voit maintenant circuler des listes des valeurs les plus shortées. Et là, on n'a pas du tout le phénomène des investisseurs particuliers qui se liguent entre eux, déjà parce qu'ils ont un poids beaucoup plus faible, et puis parce qu'il y a moins ce phénomène d'organisation ou cette culture qu'aux États-Unis. En revanche, on a ceux qui se sont shortés, qui un petit peu comme comme dans Astérix, les pirates qui sabordent leurs navires, qui eux-mêmes précoupent leur position. Et on l'a vu hier sur Unibail Rodamco, sur Klépierre. En fait, les acheteurs de ces titres étaient ceux qui étaient short, qui ont pris peur et qui ont commencé à auto-couper leur position et à envoyer ces titres hier entre plus 15 et plus 20, alors qu'il n'y avait aucun news flow, qu'on est à l'aube d'un nouveau reconfinement, etc. Donc déjà, rien qu'entre eux, quand ça commence à moins bien se passer ou quand ils commencent à avoir peur, on voit qu'ils ont un impact très fort sur des entreprises. Unibail dans le CAC 40, etc. Donc c'est pas des small caps. Donc là aussi, un impact très fort. Donc c'est assez intéressant. Je pense qu'à l'avenir, ça va changer la physionomie des shorts. Ils seront probablement plus petits, que sur des entreprises très très liquides. Et il en restera quelque chose. Après, le phénomène, il est quand même très américain et moins européen. Ouais, il y a une dimension politique derrière tout ça. Enfin, pour certains des investisseurs particuliers qui voient un combat contre Wall Street, alors c'est un peu piqué des verres parce qu'ils utilisent finalement les mêmes armes de marché. Qu'est-ce que vous retirez de cette histoire ? Je précise juste quand même que l'événement du jour, c'est le fait que Robinhood interdise aujourd'hui d'acheter ces actions, GameStop, Nokia et quelques autres, ce qui provoque évidemment la colère de la part de tous les particuliers qui se sentent complètement lésés, qui estiment que le jeu est complètement biaisé, que les hedge funds et les riches ont le droit, eux, de traiter ce qu'ils veulent sur le marché actions, mais que eux, on leur interdit aujourd'hui de traiter ces actions. Voilà, c'était le côté, le dernier développement aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retirez de ces affaires-là, Axel ? Oui, c'est ça. D'un autre côté, on a longtemps justifié la présence des hedge funds, des vendeurs à découvert, parfois même la pratique des naked shorts pour la liquidité que ça apportait au marché, la fluidité que ça apportait au marché, donc c'était censé apporter au marché. Si on empêche certains acteurs de participer, effectivement, ça va contre cet objectif-là. Je pense qu'il y a pas, ça peut pas être justifiable. De vouloir empêcher certaines catégories, en plus d'investisseurs, d'intervenir. Après, voilà, effectivement, est-ce que les gens sont conscients des risques qu'ils prennent toujours ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on sait qu'il y a un bureau de protection des consommateurs dans les pratiques de banques, de prêts prédateurs, par exemple ? On peut être à la limite de ça si on a surstimulé, disons, l'achat d'actions spéculatifs. Voilà. Je pense que ça pose des questions de régulation immanquablement. En tout cas, ça va créer un précédent parce que à cette échelle, on ne l'avait pas vu pour effectivement des petits acteurs qui se liguent contre une position short identifiée. Très honnêtement, on ne pensait pas que c'était possible. Mais quand on regarde les tendances sur la bourse de New York depuis bien un an,
Prenez tous les titres les plus shortés, Ouais. ça surperforme. Oui. Prenez tous les titres les plus shortés, les plus leveragés, ça surperforme assez largement. Et puis parfois, c'est amplifié par des gens. Et là, je pense qu'il y a une responsabilité. Comme Elon Musk, par exemple, qui en a quand même largement bénéficié de ce truc. Donc là, à mon avis, c'est un peu borderline aussi, mais de la part, peut-être pas des Robinhood et des plateformes qui permettent de faire ça, mais des gens qui, concrètement, prennent le parti de cette dynamique. Donc ça, par contre, à mon avis, il faut mettre au clair cette chose-là. Et vous dites, oui, la régulation va devoir se repenser par rapport à ces nouveaux phénomènes. La régulation telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de remettre de l'ordre dans ces histoires-là. Robinhood, encore une fois, est obligé, d'une certaine manière, d'interdire à ses utilisateurs de trader. Le baseline de Robinhood, c'était quand même let the people trade. Et là, évidemment, ils vont à l'encontre de la philosophie qui a été la philosophie originelle de Robinhood. Oui, alors on peut regarder ça du côté de Robinhood aussi, mais peut-être aussi nettoyer une bonne fois pour toutes les naked shorts, c'est-à-dire les positions à découvert qui vont au-delà du flottant disponible. Ça, je pense qu'il doit y avoir une limite à tout ça. Et puis on peut imposer simplement des appels de marge plus... ce qui est fait. Front, un peu plus, c'est-à-dire immédiat, beaucoup plus important, de façon à ce que les gens aient quand même une idée de la perte déjà un petit peu matérialisée par la trésorerie qui mobiliserait. Ouais. Thibault ? Il y a quand même un truc où il faut aller au fond du sujet qui n'est pas tout à fait clair. C'est qu'il y a quand même un sujet sur la légalité de ce qui est fait. C'est-à-dire que si on se dit avec Stanislas, tiens, il y a un titre qu'on aime bien, on va tous l'acheter, aller voir tous nos compères de toutes les maisons de gestion pour tous l'acheter, comme ça on va le faire monter. C'est de la manipulation de marché. On fait monter un titre artificiellement en se mettant d'accord. Quand sur un forum tout le monde dit viens, on va tous acheter ce titre-là pour faire péter les champs, c'est de la manipulation de marché puisque chacun a l'info que d'autres vont acheter, ce qui est susceptible de le faire monter. C'est techniquement totalement illégal. Et donc on dit à ces gens-là, là vous êtes en train de faire un truc qui n'est pas légal, qu'on n'autoriserait pas au fond short que vous faites péter, qui n'ont pas le droit de se dire allez on short tous la même valeur. C'est pas absurde de considérer que c'est une pratique qui était en train de dévier vers quelque chose de totalement illégal. Il faut bien l'appeler comme ça, même si c'est sympa de se dire que des requins prennent une claque, mais la réalité c'est que malgré tout, il ne faut pas oublier que la manière dont c'est fait est probablement illégale. Donc on dit à un moment donné on met un petit blocage le temps de voir ce qui se passe. C'est pas farfelu non plus. Donc voilà, il ne faut pas oublier que parce que c'est sympathique, c'est pas pour autant que c'est légal. Donc il faut réfléchir et je pense que l'analyse à froid montrera que voilà, il y a beaucoup d'éléments qui, à mon avis, sont pas du tout autorisés dans ce qui s'est fait. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas plus sympathique que quand c'est d'autres qui le font pour essayer de plomber des boîtes en détruisant des jobs. Mais voilà, il y a une réalité là-dedans, c'est que voilà, pour autant que ça s'appelle Robin des Bois, c'est pas toujours légal. La pratique des vendeurs à découvert, c'est utile au marché ? En net, c'est quand même des acteurs de marché qui sont importants. Il faut qu'il y ait des vendeurs à découvert. Ouais, j'ai pas d'avis là-dessus. Il y a sûrement des gens plus pertinents que moi. J'ai retrouvé avec les arguments donnés. En tout cas, pour ceux qui font du trading fréquence, qui prennent des positions énormes, sont toujours un peu fallacieux, avec toujours souvent il y a deux choses. Il y a des long shorts qui veulent créer de la valeur, et ça me paraît très bien. Il y a des gens qui sont plus actifs et qui vont essayer de plomber la boîte pour essayer de gagner de l'argent avec des vraies conséquences pour des vraies boîtes et des vrais jobs et des plans d'économie. Donc moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne suis pas expert, mais je suis entre... à l'aise et dubitatif, voire circonspect, entre les différentes stratégies. Et je pense que, en tout cas, l'argument qui est de dire que ça a un sens dans des portefeuilles, très bien. L'argument de dire que c'est positif pour le marché et que ça aide... C'est pour plomber une boîte ou c'est des vendeurs ou des opérateurs de marché qui décèlent des anomalies, des survalorisations et je sais pas, des problèmes de gouvernance éventuellement qui n'ont pas éclaté au grand jour? Il y a tout. C'est quand même d'abord des gens qui ont décelé une survalorisation, soit simplement pour un problème de valorisation, soit parce qu'il y a une détérioration de l'activité et du business de l'entreprise et que du coup ils pensent que si la valeur est juste en T, d'ici 6 mois elle devrait baisser étant donné la détérioration. Donc ça c'est quand même le gros. Et à partir du moment où ils le font sur des grandes entreprises relativement liquides, ils ont de toute façon pas l'objectif de le faire. Donc ça c'est quand même le gros de l'aspect des shorts aujourd'hui, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et après il y a des fonds beaucoup plus agressifs où la technique comporte aussi un aspect de divulguer de l'information, donner ses arguments short pour essayer de pousser à la baisse le cours. C'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu sur Casino, ce qu'on voit sur Solution 30, etc. On joue autour de la ligne jaune en permanence. Exactement. L'argument est de dire à la fois on est transparent, on explique pourquoi on est short, et en même temps
ça arrange bien aussi de divulguer les arguments pour essayer de faire pression et du coup de convaincre des gens à sa cause une fois qu'on a déjà mis en place sa position. Dans la durée, la question de départ était à quoi ça sert, est-ce que ça a un sens, etc. Sur le papier, l'explication philosophique des shorts, elle est assez intéressante, c'est de dire ça permet d'avoir des marchés efficients avec des choses qui traitent le plus possible proche de leur juste prix, avec des acteurs qui peuvent bouger dans les deux sens. Donc sur le papier, c'est assez noble. C'est symétrique, quoi. Dans les faits, en effet, on observe parfois c'est un petit peu dévoyé. D'accord. Est-ce que l'investissement des particuliers en bourse, la spéculation des particuliers aujourd'hui sur le marché américain, à travers le marché des options notamment, est-ce que ça peut faire peser un risque systémique sur Wall Street, Axel? C'est la première question qui a été posée à Jérôme Pauly hier. Enfin, l'affaire GameStop, ça a été la première question qui a été posée au patron de la Fed pour sa conférence de presse. Oui, je ne sais pas si ça peut faire peser un problème systémique. Ça peut faire fermer des desks de dérivés equity, je pense. Ça, c'est assez sûr. Alors, je ne sais pas sur ce titre-là en particulier ou sur la taille, quel était l'encours des options, mais il me semble que les volumes étaient considérables. Je me souviens, j'avais regardé les montants, les volumes d'actions traitées à l'été. On a vu quasiment. Oui, bien sûr, on a eu un squeeze à l'été, effectivement. De la cote, mais là plutôt sur les grandes valeurs technologiques américaines. Et parfois, les volumes dérivés étaient plus élevés que les volumes de cash sous-jacent. Donc là, ça pose un vrai problème même d'organisation des marchés. Je pense qu'on ne sait plus lequel est le dérivé de l'autre. Et effectivement, dans l'affaire GameStop, c'est un petit peu ça. Vous achetez énormément de calls très en dehors, à très court terme. Forcer ce qu'on appelle du delta hedging, donc celui qui vous a vendu l'option à en acheter d'autant plus, avec un effet d'exponentialité, oui, bien sûr. Donc clairement, c'est un accélérateur. Ce mécanisme est un accélérateur de bulles. C'est le débat éternel sur les dérivés. Oui, ça peut. Il y aura sans doute de la casse chez ceux qui ont vendu les options, bien sûr. À l'époque, l'été, c'était alors là, c'était une baleine, c'était SoftBank, c'est ça. Et là, c'est plutôt le banc de sardines des particuliers, quoi. C'est le banc de sardines et SoftBank avec sa filiale d'asset management. Qui est devenu un fonds spéculatif aujourd'hui, quasiment SoftBank. Est-ce qu'on observe, Stanislas disait, on n'a pas ces mêmes phénomènes en Europe, mais sur des segments de la cote particuliers, des small caps, des micro caps, est-ce qu'on peut retrouver ce genre de phénomène chez nous en France, en Europe? Il y a plus de 400 000 nouveaux particuliers là en bourse qui sont arrivés cette année, nous dit l'AMF. Plus difficilement. Déjà, il faut se rappeler un truc, c'est que le système de retraite américain fait que tout le monde investit en actions, puisqu'on gère sa propre retraite. Et donc, il y a une habitude de l'investissement qui n'est pas du tout le cas en Europe, où globalement, pour beaucoup de gens, ça ne fait pas partie de leur quotidien, de ce qui les intéresse. Donc du coup, le rapport de force sera jamais le même. Ça, c'est un point important. Le deuxième point, c'est que, de manière corollaire, shorter une petite valeur en Europe, c'est compliqué. Il y a des valeurs sur lesquelles on ne peut absolument pas le faire, il y en a sur lesquelles c'est difficile. Par contre, effectivement, là, il y a plus de vulnérabilité. Bon, on le voit bien, je crois que Stanislas l'évoquait très justement, Casino, Solution 30, c'est un peu les tailles de boîte sur lesquelles on peut essayer d'aller taper. Maintenant, ça n'a pas non plus des effets incroyables. Solution 30, bon, ça a beaucoup baissé, mais ça avait énormément monté. Donc l'activiste, c'est Muddy Waters. L'activiste commun, le point commun entre ces deux dossiers, c'est essentiellement Muddy Waters. Il faut se rappeler que Casino, ça s'est effondré. Enfin, sur la période, ça a fait la même performance que Carrefour. C'est juste qu'ils avaient une filiale hyper endettée, Rally, qui du coup, elle, a été plus loin. Mais c'est qu'on ne sait pas non plus d'ailleurs les mêmes efficacités. Voilà, dans ce qu'on peut voir en Europe, techniquement, il y a toujours un risque. Ce qui est un peu gênant, et on le voit, c'est un vrai débat, mais un débat légal. C'est à quel point quelqu'un qui vend une valeur et qui publie au marché une note peut faire une note complètement bidon. Et c'était un des vrais débats sur Casino. Il y avait des attaques très fortes sur des choses comptables qui étaient pipeaux. Il y en avait qui étaient assez justifiées. Par exemple, ils disaient, quand ils vendent de l'immobilier, ils considèrent que c'est du récurrent, ce qui n'a aucun sens. Mais il y avait d'autres attaques sur des retraitements comptables, de leasing, où honnêtement l'argument était complètement pipeau. À quelle mesure on peut ou pas être honnête? L'attaque sur Solution 30, c'est ça. Ils disent, oui, ils mentent un peu sur la croissance organique. Mais des sociétés qui font plein d'acquisitions, savoir comment on calcule le détail de croissance, c'est toujours un truc qui est discutable, surtout sur les sociétés qui n'étaient pas cotées sur des marchés, on va dire, comme Euronext. Donc, je crois qu'il y a cette possibilité qui reste, qui arrivera, qui se soldera peut-être par une réglementation un peu plus forte pour encadrer ça. Voilà. Après, ce qu'on va dire le short panique. Ça, je pense que ça n'a pas un avenir dingue. Le short en long short, c'est-à-dire pour jouer des secteurs face à d'autres et reprendre des efficiences de marché, je pense que c'est quelque chose qui a sa place et qui va durer. Mais le côté un peu plus, entre guillemets, autoréalisateur de l'annoncer puis d'essayer de balancer 50 pages sur la société, je vous rappelle que Solution 30, il y a quand même eu des lettres anonymes envoyées à tous les gens qui tradaient le titre avec des accusations de lien avec le grand banditisme sans que personne ne sache d'où ça venait. On est dans des méthodes qui sont un peu plus que je veux améliorer l'efficience du marché.
Solution 30, ouais, qui a publié de bons chiffres, parce que vous connaissez bien le dossier, Thibaut, ils ont publié des chiffres qui semblent solides, là, c'était cette semaine. C'est une très bonne société, Solution 30, le problème... D'accord, vous avez un avis tranché, Non, mais c'est une société qui est très bonne. Les attaques de Mediawater sont fragiles. Non, mais historiquement, il y a des sujets de gouvernance. Il y a eu des sujets à un moment où, déjà, ils sont restés très longtemps sans passer en IFRS alors qu'ils devaient le faire. Oui. Il y a eu des sujets où il y a eu énormément d'actions gratuites attribuées, un peu, légalement faites, mais pas avec une communication hyper fluide. Il y a eu d'autres sujets sur des notes, des documents traduits en anglais, avec des sujets d'auditeurs. C'est une société qui, en fait, a une croissance extrêmement forte, avec ses installants et compteurs Linky, et qui a mis trop de temps. Ils ont du mal à gérer leur croissance. Disons qu'ils ont mis trop de temps à professionnaliser la qualité de leur communication et de leur process à la même vitesse que la croissance. Après, il y a des accusations sur des liens avec la mafia, machin, tout ça. Je n'ai pas le moindre avis ou la moindre idée sur la réalité, mais ce qui est sûr, c'est qu'opérationnellement, c'est une belle société. Maintenant, ils sont attaqués sur des achats multiples de coquilles vides. Je ne sais pas très bien pourquoi. C'est un dossier, entre guillemets, qui nous a toujours semblé facile à attaquer. Et donc c'est pourquoi, même quand les titres ont beaucoup monté, on avait plutôt cédé une bonne partie de nos positions en se disant justement, c'est un candidat toujours à se faire taper dessus parce qu'il y a des sujets, mais opérationnellement, c'est une bonne boîte. Bon. Si on sort des situations spéciales, qu'on revient au gros du marché, peut-être un mot de la Fed. Alors Axel, je commence avec vous, et puis Stanislas, bien sûr, aussi sur la dynamique de marché qui cale un petit peu. Qu'est-ce qu'on retient du message de Jérôme Powell ? Il semble encore assez inquiet pour l'instant, et l'idée d'une inflation durable au-delà de 2%, ça semble pour l'instant être un horizon assez lointain pour le patron de la Fed. Oui, en tout cas, ils veulent pas se lier les mains. De toute façon, on sait que pour encore plusieurs mois, on aura une politique monétaire inchangée. Je pense qu'on aura un petit peu plus de clarté sur même la taille du quantitative easing une fois qu'on aura le plan budgétaire de la nouvelle administration. Et puis ensuite, on sait bien qu'ils sont engagés dans une politique un peu de répression financière où ils n'ont pas le choix de à la fois tenir le marché des créances hypothécaires et de la dette publique. C'est d'ailleurs, même sur ces sujets-là, même pour les parties de l'économie où ça va vraiment bien, l'immobilier en fait partie aux États-Unis, on sent qu'ils n'ont aucune envie de réduire leur soutien au marché de créances hypothécaires. Donc c'est vraiment, je pense, un meeting un peu pour rien. On voit qu'il a laissé de côté toutes les questions de stabilité financière dont on a parlé. On a des risques à court terme qui sont essentiellement liés à la dynamique épidémique, mais au-delà de ça, l'économie américaine est à peine 3% en dessous de son pic de l'année dernière, le chômage est en dessous de 7%. Quand on exclut les secteurs qui ont été durement frappés par les restrictions ces derniers temps, on continue de créer beaucoup d'emplois en fait aux États-Unis, les créations de postes sont très dynamiques. Donc ça va pas si mal, et j'ai juste un petit changement sémantique dans le timing des risques qui sont plus à court terme qu'à moyen terme. Ouais. Après, je pense que l'inflation, tout ça est mis entre parenthèses pendant longtemps. Ça reviendra peut-être un jour, mais ça veut dire que la question de la réduction du soutien de la Fed, elle se pose à quel horizon pour vous, Axel ? Je pense qu'au-delà, je pense que s'il doit envisager la réduction des achats mensuels, ce sera, disons, le cadeau pour son successeur, si successeur il y a. Donc c'est quelque chose, on est encore très très loin de ce timing. Souvent, dans la communication de la Fed, vous observez, les membres non votants sont toujours pour changer la politique. Oui, c'est ça. Puis derrière, vous avez Clarida, Powell, qui vient de dire on a encore beaucoup de temps devant nous. Donc en fin d'année 2021, la Fed continuera d'acheter à 120 milliards de dollars par mois. Je pense que c'est probable. Ouais. Stanislas ? Sur le rythme de la Fed, le débat a commencé très fort quand même en début d'année. On a eu peur pendant 8 jours de la hausse de taux, etc. Je pense que la Fed, elle est vraiment là pour accompagner l'effort du gouvernement dans la relance, donc le financer, s'assurer que la courbe des taux ne se repentifie pas trop, c'est-à-dire acheter sur toute la courbe et que les taux longs ne remontent pas. L'inflation, c'est pas un sujet. C'est un sujet de marché parce que le marché anticipe une remontée de l'inflation. Ben oui. Et lui, il dit oui mais non, c'est-à-dire que ça pourrait arriver, mais c'est pas un problème si ça arrive. On la laissera filer, puisque dans les nouvelles méthodes de calcul, maintenant, c'est plus l'inflation régulière, mais c'est à travers le cycle. Donc je pense que ça reste, on le sait, on va continuer à avoir des politiques de la part des banques centrales ultra accommodantes aux États-Unis, en zone euro, évidemment au Japon, évidemment en Angleterre. Et donc on va continuer à baigner dans des masses monétaires qui vont continuer à croître.
avec les banquiers centraux qui prient pour que ça se transforme en inflation et que ça permette aux dettes d'État de se diluer un petit peu grâce à l'inflation. Malheureusement, la courroie de transmission, notamment en Europe, elle ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas d'inflation. Mais le cadre est là. Et donc, dans ce cadre-là, c'est pour ça qu'on a un soutien massif aux actifs risqués, aux marchés actions, etc. Et pour peu que vous ayez un petit peu de dynamisme économique par-dessus, comme aux US et en Asie, ça vous donne des marchés financiers qui sont assez bien orientés, malgré des valorisations au plafond. Et tout ça ne va pas être remis en cause, parce que l'inflation, effectivement, vous le dites aux États-Unis... Qui prendrait le risque de le remettre en cause ? Aujourd'hui, le banquier central qui change... le banquier central qui change de politique, il fait un choix, non pas de politique monétaire, il fait un choix de politique. Donc il asphyxie, le marché se retourne, donc la croissance ou le début... Donc aujourd'hui, aucun banquier central n'a la liberté suffisante pour le faire et faire ce choix-là. Donc on va continuer à avoir des politiques ultra accommodantes. Après, évidemment, le marché, dès qu'il va avoir des bons chiffres de croissance, c'est ça la question. Pendant un mois et demi, il va dire ça y est, ça repart, il va faire monter un petit peu les taux longs, rebondir les titres, les bancaires, les titres cycliques, les values. C'est ce qu'on a eu en novembre-décembre. On a eu un peu ça en début d'année. Là, ça s'est retourné. On aura régulièrement... Un peu de stop and go, exactement. Alors. On aura régulièrement en 2021, 2022. C'est un peu ces reprises économiques qui sont accompagné par des remontées de taux, mais ça ira jamais très très loin. Étant donné le stock de dette accumulé par les États, et Yellen a dit l'autre jour, le coût actuel de la dette des États-Unis, c'est 1,9%. Le coût de financement aujourd'hui de la nouvelle dette, il est entre 0 et 1,5 en fonction de si vous êtes à 3 mois ou si vous êtes à 15 ans. Et donc elle a dit, à ce prix-là, il est tout à fait favorable de continuer à se financer. Donc entre les lignes, elle dit, on part du principe qu'on va continuer à se financer plus ou moins au même niveau dans l'année ou les années à venir. Donc ça variera un petit peu dans l'année, il y aura ces périodes de attention, la hausse des taux revient, l'inflation revient, mais structurellement, on va rester tanké en bas sur les taux d'intérêt très longtemps. D'accord, avec cette idée, Thibault, tout le monde saura garder ses nerfs le jour où on aura, par des effets mécaniques, des effets de base, et on le verra sans doute en début d'année. Je crois que l'inflation allemande ressort à 1,6 sur janvier, on aura le chiffre zone euro la semaine prochaine. Aux États-Unis, on attend des chiffres d'inflation supérieurs à 2%. Tout le monde gardera ses nerfs par rapport à cette situation. Bon, ça fait des années que tout le monde veut de l'inflation, alors si un jour elle arrive, on ne va pas paniquer. Mais je crois qu'il y a une idée simple, c'est qu'on ne veut pas d'inflation qui remonte très lentement. Parce que là, les taux vont remonter au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est soit qu'il n'y ait pas d'inflation et qu'on finance à taux zéro, soit que l'inflation revienne un peu vivement. Et à ce moment-là, on a emprunté à 50 ans un taux, on est tranquille et ça va exploser la valeur du stock de dette par cette inflation. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, les facteurs déflationnistes sont historiquement très forts. C'est la technologie qui crée un vecteur déflationniste fort dans la concurrence, dans le changement d'habitude. C'est la démographie, avec des populations, il y a moins de 2 enfants par femme quasiment dans tous les pays développés, ce qui est un facteur ultra fort déflationniste. Il y avait aussi la Chine qui exportait de la déflation, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire que la Chine a changé de modèle, elle ne veut plus à tout prix être le moins cher, elle veut maintenant pouvoir consommer pas cher ailleurs. Donc ça, c'est un vecteur qui s'est inversé. Puis le dernier vecteur sur lequel il y aura une discussion aux US, c'est cette idée de paupérisation de la population, qui est exprimée très bien, entre autres par Piketty, qui l'exprime en France, mais c'est plutôt aux US que c'est pertinent, avec cette idée que quand vous donnez plus d'argent, comme l'a fait Trump, à des gens très riches, ils ne consomment pas plus. Quand vous dites on va réorienter le plan de relance vers des gens plus pauvres, ils vont tout consommer. Et donc on a cette idée que si on a une remise en question, ce qui est un peu en train d'être fait avec le salaire minimum et autres, des mesures assez pro-dépopérisation, on peut penser que ça va créer plus de pouvoir d'achat et donc un peu d'inflation. Maintenant, est-ce que structurellement on va avoir une inflation galopante ? Honnêtement, dans les cartes aujourd'hui, il n'y a rien qui ressemble à ça, mais un petit peu plus aux États-Unis, et pas forcément en Europe, ça paraît réaliste et je pense que ça fera paniquer personne. Axel, sur les chiffres d'inflation à venir, là on sait qu'ils vont être un peu biaisés par des effets saisonniers, des effets de base aussi qui vont être plus favorables. Notamment était étonnant dans son ampleur. Pour autant, il y a de la TVA dedans, il y a des taxes sur le CO2, alors ça peut être un facteur. Salaire minimum aussi. Le salaire minimum oui, puisqu'il y a une indexation un peu liée au salaire dans ce chiffre allemand. Donc oui, alors je pense que là, il y a vraiment trop de facteurs spécifiques et de recomposition des indices pour faire que on ait une lecture, disons, définitive sur la dynamique des prix. Mais les banques centrales sauront avoir une communication claire par rapport à ces phénomènes techniques qui vont jouer sur l'inflation dans ces prochains mois. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, on va peut-être tous faire un peu comme la politique de l'autruche de la Fed, où on moyenne sur une période définie, et donc ça rend l'horizon suffisamment flou pour que
tout le monde y comprenne ce qu'il veut. Ceci étant, aux États-Unis, on aura des effets mécaniques. Ce sera intéressant de voir au printemps, quand les CPI vont être autour de l'inflation des prix à la consommation, seront autour de 3%. Mécaniquement, quel sera un petit peu le sentiment de marché là-dessus? On voit qu'il y a énormément de flux vers les actifs indexés sur l'inflation, les TIPS américains par exemple. Et donc il y a eu quand même cette thématique qui s'entretient. Est-ce que ça forcera la main de la Fed? Non, ça je ne pense pas. Est-ce que le marché pontifiera la courbe à ce moment-là? Est-ce qu'on retrouvera effectivement ces trades très sensibles à cette thématique, les cycliques, la value, etc. C'est possible. Ouais, je pense qu'on aura un deuxième trimestre où... Donc c'est pas fini. Cette histoire-là, value, rotation, cyclique... C'est pas fini et ce sera peut-être d'autant plus violent qu'on a ces stop and go sur le vaccin aussi, qui peuvent amplifier ce phénomène. Bon, ça reste là aussi le cap, l'idée quand même d'un retour de cycle à un moment... sans inflation galopante, j'ai compris, mais c'est dans le marché, c'est le thème qu'on a envie de... le cycle, il était censé revenir dès le début de l'année 2021, et vous voyez bien, notamment en Europe, que on est en train de... un petit retard à l'allumage. Aux États-Unis, les mesures de Biden pour contrôler le virus, ça va aussi légèrement peser, mais être contrecarré par un plan de relance d'une taille supérieure. Après, le caractère cyclique, on le voit, il est bon aujourd'hui aux États-Unis, où il devrait être bon cette année aux États-Unis. Il est déjà pas mauvais en Asie. En Europe, on est plutôt en train de repartir, plutôt de prendre un peu de retard, voire de recul sur ce qui était prévu pour cette année 2021. Et donc ça pose quand même un problème sur... Et ça veut dire quoi en gestion de portefeuille? Si on n'a pas trop mis de cycle, finalement, on est plutôt content de ne pas en avoir trop mis à ce stade. Si on en a trop mis, est-ce qu'il faut déjà en enlever un peu? L'avantage, c'est que comme les rotations sont extrêmement rapides, et ça a été dit, à court terme, on est plutôt dans une période où on s'ajuste, parce qu'on se rend compte, notamment en Europe, que le début de l'année sera moins bon qu'attendu. Mais en même temps, peut-être que d'ici un mois et demi, on aura des effets positifs. On le voit déjà en Italie, on le voit en Angleterre, on le voit en Allemagne. Ils ont plus ou moins confiné, les chiffres ont fortement baissé. On aura beaucoup plus vaccinés. Du coup, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir, on a parlé de stop and go, il va y avoir énormément de rotation tout au long de l'année, avec beaucoup de mini-cycles de marché au fur et à mesure des annonces, des plans de vaccination et des améliorations économiques. Et comment on pilote ça dans les portefeuilles? On essaye d'être le plus tactique possible. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Soit vous gardez une vue longue. Ou est-ce qu'on se fixe un cap et on peut fixer un cap de dire qu'avec le niveau de liquidité dans lequel on baigne, etc., on devrait avoir quand même d'ici à la fin de l'année des niveaux de marché qui seront supérieurs au niveau actuel. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on peut quand même se dire que les marchés type asiatiques et États-Unis sont plus cher, mais assez bien orienté, donc on peut les inclure aussi dans les choix de valeur des allocations. Et après, à partir du moment où on pense que ça va faire des allers-retours toute l'année, soit on peut faire beaucoup de trading, mais je pense que c'est assez dangereux, soit on a des portefeuilles relativement mixtes et on sait que parfois ils vont complètement bénéficier du rebond de ces valeurs cycliques, et là on pourra les alléger et avoir toujours un jeu avec un petit peu ces deux parties de portefeuille. Bon. Ce qui est Thibaut, vos commentaires. Je voulais qu'on dise un mot quand même de Apple, Facebook, Tesla qu'on publiait hier. Les titres sont pas malmenés, mais il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de surenthousiasme du marché autour de publications pourtant très solides, évidemment. Vous savez, ces sociétés-là, c'est un peu toujours la même chose. C'est une ambiance de marché. C'est-à-dire que quand le marché a envie de monter, il trouve des raisons pour lesquelles ça monte. Quand le marché a envie de baisser, il trouve des raisons pour être déçu. C'est toujours comme ça. Le plus évident, c'est toujours Netflix, qui est toujours plein de trucs très bons et d'autres pas bons. Et si on a envie de dire, ça brûle du cash, ou si on a envie de dire, il y a plein de nouveaux abonnés, on regarde. Le sentiment que j'ai, c'est que... Et les 100 milliards de dollars d'Apple de chiffre d'affaires, il y a quelques mois, on aurait pu dire, tiens, ça vaut plus 10%, et puis aujourd'hui, en fait, ça vaut plus rien. Il ne faut pas non plus oublier d'où ça vient. Et qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont plus en train d'attendre pour prendre des profits que d'attendre pour rentrer. Et ça se ressent dans les chiffres. Moi, je crois que la raison, elle a été exposée, à mon avis, brillamment, c'est que faire du tactique tout le temps, à un moment donné, je connais beaucoup de gens qui veulent le faire, je ne connais pas beaucoup qui gagnent de l'argent. Garder une idée de long terme et une vision et ajuster en fonction de ce qui se passe, ne serait-ce que mécaniquement quand on atteint des cibles qui nous font naturellement baisser, ou quand dans notre screening on trouve des valeurs moins chères, où on a envie d'aller, qui seront plutôt souvent dans les choses qui n'ont pas marché. C'est un peu ça qui fonctionne. Je veux dire, l'année dernière, les investisseurs, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, on va acheter des trucs qui sont encore en bas dans un marché qui a beaucoup monté. Et donc, ils sont allés chercher les small et mid qui étaient au fond du trou, toutes les valeurs value ou très shortées. Je crois que c'est un peu ce raisonnement-là. C'est-à-dire qu'une vision de long terme, financière à Bevel, en tout cas, c'est aussi quelque chose auquel on apprécie. On va souscrire. Puis après, c'est au gré des mouvements de marché qu'on va ajuster vers quelque chose d'un peu plus cyclique ou un peu moins. Mais je crois qu'une idée hyper tactique dans une année, intellectuellement, c'est sympa. Dans la pratique, c'est quand même un truc qui à faire fonctionner et quand même assez délicat, quoi. Bon,
sur le match grosse value, Axel, comment est-ce que les choses peuvent évoluer? Est-ce que le fait qu'on n'achète pas les résultats d'Apple, de Facebook, de Tesla, est-ce que c'est le signe qu'il y a quand même une forme d'épuisement par rapport à ces dossiers bien valorisés, très valorisés? Est-ce que ça veut dire qu'il y a toujours de l'appétit pour l'autre partie de la cote qui est encore en retard, très en retard? Oui, je pense sur ces grandes valeurs qui sont peut-être pas en bout de course, mais effectivement qui vont manquer peut-être un petit peu de catalyse et d'acheteur marginal sur ces multiples, même s'il n'y a pas grand-chose à dire sur ces valeurs-là qui soient problématiques, je pense. Donc, on va être, la croissance va être toujours un thème fort, je pense. Ceci étant, on le sait qu'une partie, c'est pas sur ces valeurs-là que ça va se jouer. C'est la problématique de la bulle de croissance. Elle se situe sur toutes les petites boîtes dont on a parlé précédemment. Cet indice je pense que c'est Goldman qui le fait, où on recense les valeurs non rentables de tech qui ne gagnent pas d'argent et qui ont quadruplé en 2020. Là, oui, on va avoir, ça fait partie de la croissance. En tout cas, c'est le label qu'on veut leur appliquer, et ça va être mis à mal probablement. Donc voilà, mais dans le Russell aussi, il y a beaucoup de valeurs qui sont pas rentables. Donc voilà, on est dans un, de manière générale, on est quand même dans une situation où on peine à trouver un actif qui ne soit pas cher, même au-delà du marché des actions, qui soit objectivement, qui ait une valeur intrinsèque importante. Et ça, c'est un vrai sujet pour la gestion en général. C'est téléguidé par la bulle un peu généralisée qu'on observe un peu sur tous les marchés d'actifs. Et même l'Europe n'est pas aussi peu chère que ce qu'on veut croire. Enfin, c'est quoi le problème de l'Europe? Ça devait être l'année de l'Europe. Bon, l'année fait que commencer, mais c'est vrai qu'on voit déjà que entre la pandémie, l'Italie, la BCE, on voit qu'on retombe. Ces trois sujets-là sont importants. On a déjà consommé les très bonnes nouvelles du plan européen, par exemple, l'année dernière, de l'accentuation de la politique expansionniste dans la plupart des pays. Donc on a consommé beaucoup de bonnes nouvelles, et puis on voit que ça patine quand même. On a le retour du risque politique italien, c'est quelque chose d'assez désespérant quand même. Même Renzi qui fait tomber un gouvernement parce qu'il pense que l'utilisation des fonds qui ne sont pas encore déboursés va être mauvaise. Donc voilà, c'est ces risques-là qu'on ne peut pas minorer, qui, je pense, expliquent une partie du de-rating un peu permanent de l'Europe. Bon. Décevant le début d'année pour l'Europe, Stanislas? Ça fait un mois, je pense qu'il faut prendre un peu de recul, et que novembre-décembre avait été excellent. Voilà. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même aussi... on ne peut pas directement comparer l'Europe et les États-Unis, du fait de la diversité, de la répartition sectorielle qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que le top 5 ou le top 6 du S&P 500, il est constitué des GAFAM plus Netflix ou Tesla maintenant. On n'a pas du tout ça, on n'a pas de comparable en Europe. Donc si on remet déjà sur les mêmes bases sectorielles, alors c'est vrai que nous on a beaucoup de banques et de choses comme ça dans les indices, même si avec le temps les poids ont fortement décru. Donc bon, il y a ça aussi. Après, ce qui est certain, c'est que nous, notre plan, il a été décidé au mois de juin ou au mois de juillet. On n'a pas encore vu le moindre euro, et ça sera peut-être meilleur des cas en fin d'année. Aux États-Unis, Biden, il est depuis 8 jours en poste. C'est en train de décider, et je pense qu'en juin-juillet, ils en verront déjà, ou même avant, les premiers chèques. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'en fait, l'outil politique européen, il est à peu près adapté pour gouverner dans la durée sur des sujets de long terme. En revanche, il n'est pas du tout adapté à la réaction rapide. Et là, c'est exactement... Enfin, ce qui compte, c'est que ça aille vite aujourd'hui, plus que les montants. C'est que ça arrive vite pour réamorcer la pompe. Et puis, à la limite, si le plan est plus petit, mais qu'il arrive très vite, c'est moins gênant. Mais ça veut dire quoi? C'est la limite de l'Europe aujourd'hui. Après, les indices américains ont encore une fois plus de chances de mieux faire cette année que les indices européens, ou... Pas forcément. Je pense que les indices européens, par le mix sectoriel, sont quand même plus indiqués. Si on a une reprise économique, ça fera mieux en Europe qu'aux États-Unis. Donc, vous voyez qu'ils ont un peu plus ce qu'on pourrait appeler du bêta, ou qui sont plus sensibles au news flow macroéconomique. Après, il y a plein de sociétés excellentes en Europe. On a vu LVMH il y a 3 jours, ST ce matin. Enfin, voilà. Donc, dans certains secteurs, il y a de très bonnes choses. Après, c'est vrai que la répartition sectorielle, elle est un peu plus sensible au cycle. Elle est un peu plus sensible, évidemment, au marché domestique européen, qui est plus faible en ce début d'année. Donc voilà, ça l'explique, mais c'est pas l'année n'est pas forcément terminée. Bon, ST qui termine comme plus forte hausse du CAC ce soir, LVMH qui prend 2%. Les résultats n'ont pas été salués grandement, mais voilà, c'est...
mais c'est un titre qui est apprécié aussi, qui n'est pas donné et qui n'avait pas particulièrement souffert par le passé. C'est aussi ça le truc. C'est-à-dire que la réaction un peu violente, c'est souvent des titres qui étaient un peu au fond du trou et les gens se disent ah, là il se passe un truc. Ou des sociétés qui décident de coter leur filiale verte et là tout le monde se dit ah, tiens, ça c'est quelque chose. Maintenant, moi je souscrirais bien à un mix de ce que vous avez dit. C'est-à-dire que je pense qu'il est possible que les indices américains fassent mieux que l'indice européen cette année. Mais les portefeuilles européens ne seront pas les indices européens. Il y a aujourd'hui peu de gestions qui disent à leurs clients achetez du CAC 40, achetez du indice italien. Parce que dedans, c'est quand même plein de boîtes qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir. Par contre, même l'année dernière, il y a quand même énormément de fonds européens qui ont fait des performances qui n'ont aucun rapport avec le CAC 40, justement parce qu'il y a plein de thématiques, que ce soit dans les valeurs vertes, dans les valeurs digitales, qui sont souvent d'ailleurs celles qui intéressent les investisseurs. Ça veut dire que le facteur de sélection, là, commence à être le vrai moteur de performance pour vous, pour les gérants. Vous savez, c'est par hasard s'il y a une explosion des fonds thématiques. C'est que tout le monde a bien compris que si on prend le Global Europe, c'est très bien. Maintenant, allez voir un client, dites-lui est-ce que ça vous dit, je vous jette une tonne de Total. C'est quand même rarement un truc qui l'excite. Alors que la réalité, c'est que vous parlez justement de semi-conducteurs, il y a un intérêt immédiat pour ce genre de thématique. Donc je crois qu'il n'y a aucun problème à dire à la fois que beaucoup d'indices européens ne sont pas très sexy et que ce n'est pas du tout un problème, puisque nous on croit, en tout cas chez Financière Arbevel, avec entre autres des gammes thématiques, à l'idée qu'il y a énormément de choses très bien à faire, mais qu'on n'est pas obligé de se forcer à aller faire les banques, la distribution, enfin tous ces secteurs qui sont plombés depuis des années et qui ont un potentiel limité. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre. On peut penser que l'indice européen va sous-performer les indices US et que ça n'est pas un problème. Et ça n'empêchera pas aux gérants européens alors que dans le même temps, de faire de meilleurs les gérants américains font pas mieux que leurs marchés indices, américains. parce que leurs indices ont des poids énormes dans les trucs qui montent le plus. Donc c'est une situation voilà, où l'analyse indicielle est malheureusement probablement un peu limitée dans ce qu'elle montre. Merci messieurs, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir participé à Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart. Thibaut Prébet, directeur général adjoint de la financière Arbevel, Stanislas Debaillancourt, gérant associé chez Sycomore Asset Management et Axel Bott, stratégiste global macro chez Ostrom Asset Management. Le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème des matières premières avec le spécialiste Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Benjamin. Bonsoir Grégoire. Petit commentaire sur l'entrée en place, l'entrée en piste de l'administration Biden sur le plan des hydrocarbures, moratoire sur les forages, sur les terres et les eaux fédérales, évidemment. Tout à fait. Blocage du projet Keystone, qui est donc ce fameux pipeline entre le Canada. Et les États-Unis. Est-ce qu'on est juste dans le domaine du symbole ou est-ce que déjà c'est un renversement de la réalité américaine et du lien très fort que les États-Unis entretiennent avec le monde des hydrocarbures en général? Alors on verra. Mais je voudrais juste rappeler une chose rapidement. C'est que les pétroles de schiste aux États-Unis sont développés en 2008. Et que 2008, c'était l'administration Obama. Donc c'était une administration démocrate. Et qu'Obama est allé très loin, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, aux États-Unis, il y avait une loi qui s'appelait le Oil Export Ban, qui interdisait d'exporter du pétrole américain avant de l'avoir raffiné. Le problème, c'est que le pétrole de schiste est un pétrole un peu particulier. On en a déjà parlé, il y a plein de pétroles différents, et ce pétrole est très léger. Au début, il a intéressé les raffineurs, et puis au bout d'un moment, ils en avaient trop. Ils ont dit, nous, ça ne nous intéresse plus. Et donc, Obama a été obligé de lever cette loi d'interdiction d'exportation pour exporter ce pétrole léger, et ils ont continué à importer du pétrole lourd. Donc première chose, le pétrole de schiste s'est développé avec les démocrates. Donc ça, c'est un truc à garder en tête. Deuxième chose, vous l'avez rappelé, il va pouvoir interdire l'exploitation sur les terres fédérales. Et donc ça, c'est une vraie différence, parce qu'aujourd'hui, à part au Nouveau-Mexique et au Texas, un petit peu, vous avez l'essentiel des gisements qui sont sur des terres privées. Bon. Et là, Biden n'a pas la main. Sur les terres fédérales, ils peuvent faire baisser la production d'à peu près, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, d'à peu près 1 million de barils par jour. Mais les opérateurs sont malins. Ils savaient qu'il y avait un gros risque que Trump ne passe pas et que ce soit Biden qui soit élu. Et donc, ils ont déposé plein de permis sur les terres fédérales. Donc, ils ont une réserve de permis. Donc, l'impact ne sera pas tout de suite. Donc, l'impact est limité. Là où il pourrait être un peu plus fort, c'est dans le golfe du Mexique. Mais on n'en est pas là. Et puis, pour ce qui est de Keystone, on peut voir ça positivement, comme une sortie du pétrole. On peut voir ça aussi comme une manœuvre pour dire gentiment aux Canadiens, on ne va pas faire ça. Parce que comme ça permet de protéger le pétrole américain, parce que sinon le pétrole canadien a un accès au golfe du Mexique, bien sûr, et donc à l'exportation. Donc quelles sont les vraies intentions? Je pense que les intentions sont bonnes. Maintenant, le pétrole aux États-Unis, c'est 10 millions d'emplois directs ou indirects, des emplois plutôt au-dessus de la médiane en termes de salaire, donc des emplois bien payés. Et donc, dans l'arbitrage, ça compte. Il va falloir que Biden ménage la chèvre et le chou et tienne compte de ça quand il va devoir faire des arbitrages, bien évidemment. Bon.
Néanmoins, les États-Unis sont prêts, visiblement, avec l'administration Biden, à rattraper leur retard, notamment dans le développement des énergies renouvelables, réintégration des accords de Paris, et puis des plans, des programmes d'infrastructure, entre autres, qui vont cibler justement ce domaine des énergies renouvelables. Dans une partie du sujet qui nous intéresse derrière ces énergies renouvelables, et que vous expliquez parfaitement bien, Benjamin, c'est que, très bien, on sera moins dépendant aux hydrocarbures demain, mais on gardera une dépendance très importante qui va se déplacer sur le terrain des métaux. Parce que pour le renouvelable, il faut des métaux. Alors, juste une remarque, vous parliez du retard. C'est un retard politique essentiellement, parce qu'en fait, bizarrement, les Américains ont baissé plus leurs émissions de CO2 ces dernières années que les Européens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert le gaz de schiste, qui a fait effondrer les prix du gaz, et donc ils ont développé des centrales à gaz et ils ont fermé des centrales à charbon. Même si Trump était supportait l'industrie du charbon, la loi économique fait que les centrales ont été fermées et qu'on a ouvert plutôt des centrales à charbon. Donc il y a eu une migration déjà quand même vers des énergies moins polluantes. Le gaz pollue toujours, et dans certains États comme la Californie, on a développé les énergies renouvelables. Bon, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on est en train de transformer une dépendance aux hydrocarbures en une dépendance aux métaux. Et ça, c'est un vrai sujet qu'il va falloir maîtriser sur le long terme. Il y a eu beaucoup d'alertes ces derniers temps. Quels métaux, il faut préciser, Benjamin? Alors, de quel type de métaux? On va y venir, mais les alertes sont plus globales que ça. Bill Gates l'avait très bien résumé dans une intervention qu'il avait faite à un congrès de Stanford sur l'énergie. Il avait dit: les financiers qui m'expliquent qu'ils vont régler le problème des émissions de CO2 dans le monde en sortant des valeurs qui polluent, il va quand même falloir qu'ils m'expliquent comment, avec leur feuille Excel, ils font voler des avions et ils font rouler des camions. Je veux dire, à un moment, on a besoin de matières réelles, des actifs réels. Donc, si c'est plus le pétrole, ce sont les métaux. Bon, alors quels métaux? Ça dépend des technologies. Je suis désolé, c'est pas si simple. Non. Mais il y a certains métaux qui sont spotés, par exemple, comme par la Banque mondiale, comme des métaux qui peuvent poser beaucoup de problèmes parce qu'ils sont utilisés de façon transversale dans toutes les technologies. Donc, même s'ils devenaient moins utilisés dans une technologie, ils seraient utilisés par les autres. Donc, il y a des gros besoins. L'aluminium, un gros besoin. Un autre métal qui pose un énorme problème, c'est le cuivre. Le cuivre, vous l'utilisez dans les éoliennes, il y a un alternateur. Donc, vous avez un alternateur qui va compter entre 400 kg et 4 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Vous l'utilisez pour les réseaux, vous l'utilisez dans les voitures électriques. Dans une voiture électrique, il y a 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique. Donc, vous avez une explosion de la demande. L'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, a monté un logiciel de simulation de l'évolution de la consommation de ces métaux, parce qu'il s'est intéressé à ce sujet. Et il arrive à la conclusion que pour le cuivre, compte tenu de l'utilisation dans les différents domaines, compte tenu, même avec un niveau de recyclage élevé, si on veut rester sous les 2 degrés, donc il va falloir développer beaucoup les énergies renouvelables, beaucoup la mobilité électrique, l'IFPEN arrive à la conclusion qu'en 2050, on pourrait avoir consommé 89% des réserves de cuivre identifiées sur la planète en 2010, avec un taux de recyclage élevé. Donc il faut bien comprendre que c'est un problème dont il faut qu'on s'occupe maintenant. Il faut repenser les voies du recyclage, il faut relancer la recherche minière. Et pour ça, je pense qu'on n'aura pas d'autre choix que d'accompagner les compagnies minières en poussant peut-être les prix des métaux à la hausse. Ça serait une bonne chose aujourd'hui parce que, 1, ça leur permettrait de relancer la recherche, 2, ça rendrait le recyclage plus compétitif, et 3, ça permettrait aux gens qui les financent d'exiger de leur part un degré d'engagement environnemental, social et de gouvernance très important. C'est ce que j'allais dire. Il va falloir que la finance règle ce problème par elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on applique des critères extra-financiers avec des exigences très importantes. Et évidemment, acheter un pure player du renouvelable, c'est parfait parce qu'il n'y a pas d'émissions et donc tout va bien. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Voilà. C'est ça. Et donc la finance va se mettre en ordre de marche. Mais la finance l'a très bien compris d'ailleurs dans la taxonomie européenne. La nomenclature européenne de ce qui est vert, ce qui est gris et ce qui est pas sur les métaux, en expliquant que pour l'instant ils s'en sont pas occupés parce que c'est un sujet complexe, mais qu'il va falloir s'en occuper et qu'il va falloir trouver quelque chose pour l'industrie minière. Pourquoi? Parce que ces métaux justement sont indispensables. Et donc la taxonomie, les Européens en sont bien conscients et vont travailler sur ce sujet. On pourra acheter demain des valeurs minières et les intégrer dans un portefeuille ESG. C'est probable. Vous pouvez déjà le faire. Si vous faites une méthode, un portefeuille ISR avec une méthode de best in class ou best in universe, vous enlevez les plus mauvais du portefeuille et vous pouvez le faire. Le problème, c'est que généralement, sur les métaux, ils sont globalement tous mauvais. Mais je vais vous donner un exemple, par exemple, pour bien comprendre de quoi on parle. Quand vous utilisez du pétrole
pour vous déplacer ou pour faire de l'électricité, vous émettez énormément de CO2. Je ne parle même pas du charbon. Quand vous créez du cuivre ou pour faire ensuite ces éoliennes ou ces panneaux solaires, vous allez émettre du CO2, mais beaucoup moins que quand vous brûlez du pétrole. Donc il y a déjà une question de relativité. Et puis après, il faut être très clair, il y a un métal qui est beaucoup plus, enfin 2 métaux, on va dire, qui sont beaucoup plus néfastes que les autres en termes d'émissions de CO2. À eux deux, ils représentent pratiquement 90% de toutes les émissions de CO2 du secteur. Il y en a un qui représente 68% des émissions de CO2, c'est l'acier. Parce que pour faire de l'acier, il vous faut du charbon. Voilà. Du charbon métallurgique, mais il vous faut du charbon. Donc vous émettez beaucoup de CO2. Et donc l'acier à lui tout seul représente à peu près 68% des émissions. Donc un portefeuille qui prendrait des valeurs du secteur minier, mais qui enlèverait l'acier, a priori, aurait un portefeuille qui pourrait se prévaloir d'un certain effort en termes d'ISR. Ça veut dire aussi que ces métaux-là vont être de moins en moins cycliques, peut-être, quand on est dans une approche d'investisseur. J'ai le sentiment que... de moins en moins cyclique, je sais pas. Le cuivre étant l'emblème, justement, de ces métaux très cycliques. Je ne sais pas sur le long terme, Grégoire. Ce que je sais, c'est une chose. La crise du Covid a fait baisser nos émissions de CO2 d'à peu près 6, voire 7%. Selon l'ONU, entre 2020 et 2030, il faut que nos émissions de CO2 baissent de 7,6% tous les ans. Ouais. Donc il nous faut un impact du type Covid tous les ans en termes de réduction des émissions. Donc la transition énergétique, elle va se faire à marche forcée, donc elle va être massive et rapide. D'accord ? Donc les besoins vont être énormes. Je ne suis pas allé jusqu'au bout à l'heure du raisonnement de l'IFP, mais ils sont allés voir ensuite le Chili, qui est le plus gros producteur de cuivre, et ils ont montré les chiffres. Alors autant vous dire que les Chiliens avaient une banane jusqu'au milieu des oreilles. Mais au bout d'un moment, ils leur ont dit, mais dans votre modèle, vous mettez quoi comme chiffre pour la croissance de la production de cuivre chez nous ? Et donc les gens de l'IFP ont répondu aux alentours de 4,5% par an. Et là, les Chiliens ont répondu, mais on ne sait pas faire. Nous, on sait faire 2,5% par an. Donc vous avez un double problème. Vous avez la taille du réservoir, et puis après, vous avez la taille du robinet. Mais bien sûr. Et ça, c'est un deuxième problème qu'il va falloir arriver à gérer. Donc, on a besoin, et puis il y a le problème géopolitique aussi. On a construit notre géopolitique autour des énergies fossiles. Nos rapports, ils sont avec l'Arabie Saoudite, ils ne sont pas avec la République démocratique du Congo. Nos rapports avec la Chine vont devoir s'améliorer parce qu'aujourd'hui, le cobalt, c'est 60% de production en République démocratique du Congo, mais c'est 80% de raffinage en Chine. Donc, il faut repenser beaucoup de relations géopolitiques aussi. Ça fait beaucoup de choses à faire. Non, mais bon, on en reparlera. Mais les métaux au cœur, voilà, c'est ça, au cœur de la transition écologique. On en avait déjà parlé pour les métaux précieux, avec l'argent, avec le platine, qui est aussi très utile pour l'hydrogène. Donc, il y a plein de métaux comme ça. Ils sont au cœur de la transition énergétique et ça va devenir un point extrêmement important. Et je pense que ces métaux ont de beaux jours devant eux pour les années qui viennent. Merci beaucoup, Benjamin. Merci d'être venu nous voir ce soir pour évoquer donc ce sujet, métaux et transition énergétique. Les deux vont de pair aujourd'hui. C'est un sujet crucial pour les prochaines années. Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ophi Asset Management, avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Très bon début de soirée. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur l'antenne de Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.